10 € offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, j'espère que tout le monde a bien dormi. Après cette victoire de l'Espagne contre l'Italie, ce superbe match qu'on a analysé en long, en large et en travers hier, 35 minutes sur la performance des hommes de Luis de la Fuente. Donc c'était un petit peu le programme bousculé, mais vous le savez, la promesse tient encore, elle est intacte. Nous allons analyser toutes les rencontres sans exception de l'Euro 2024 sur la chaîne. Donc aujourd'hui, petite vidéo de midi, avant les rencontres de la journée, avant ce Slovaquie-Ukraine, Autriche-Pologne et bien sûr France-Pays-Bas à la fin, pour parler de Danemark-Angleterre et de Slovénie-Serbie. Commençons par les Anglais. Attaquons-nous au cas anglais, dont la performance pourrait pas être plus en contraste avec celle de l'Espagne hier. Ça fait vachement débat dans la presse anglaise ce matin. Le remplacement de Harry Kane par Ollie Watkins, le capitaine sorti, comme un symbole de la difficulté des hommes de Gareth Southgate, de sa difficulté à lui, trouver un plan offensif fonctionnel. Kane, un seul ballon touché dans la surface, son but, faut le dire. Une performance très compliquée, à l'image de ces trois lions qui semblent vraiment sans inspiration. Faut le dire aussi en face, les Danois, pas mal du tout. Kasper Hjulmand et ses hommes ont bien tenu face, et même plus que ça. Ils finissent avec davantage de tirs, davantage de possession, marginalement, mais 16 tirs à 12. Pierre-Emile Højbjerg au milieu a été excellent, un vrai patron. 5 tirs, 6 tacles réussis, une performance XXL au milieu. Et c'est un résultat qui est en vrai pas si mauvais que ça pour les deux. Le Danemark ne gagne toujours pas, mais désormais va affronter la Serbie avec une bonne chance de finir. Honnêtement, même un nul pourrait être suffisant pour finir deuxième, même plus que troisième, deuxième. Parce que l'Angleterre, elle, joue la Slovénie. Avec une victoire contre les Slovènes, ils finiraient quand même à la première place. C'est important qu'ils finissent premier, mais ça semble pas trop menacé non plus. Donc, on va se poser la question aujourd'hui, est-ce qu'on s'enflamme un petit peu sur, ou est-ce qu'on se contre-enflamme, disons, sur cette performance de l'Angleterre? Est-ce qu'elle mérite d'être déclassée de son rang de prétendant? C'est pas bon, on va pas se mentir, c'est pas bon, c'est même assez vilain, c'est moche, ça joue un football très restrictif et vraiment peu convaincant. Maintenant, c'est que la phase de groupe, il y a tellement de talent, c'est peut-être un football qui peut fonctionner quand même en sélection. Bref, on va essayer d'en discuter un petit peu. Mais regardons un peu les images. Donc le Danemark était en 3-4-1-2 classique Eriksen sous Wind et Højlund, comme au premier match, comme la première rencontre contre la Slovénie. Højbjerg, Hjulmand au milieu de terrain. Mais ça c'était une différence par rapport à Bas et Christiansen sur son couloir gauche qui a été en difficulté sur ce match. Vestergaard, Christensen, Andersen, Schmeichel pour compléter le 11. Et côté anglais, exactement le même 11 que contre la Serbie. Donc Kane, Sou, Foden, Bellingham, Saka. Sur le papier, c'est quand même très fort. Rice, Alexander-Arnold en dessous. Trippier, Gay Stones, Walker et Pickford dans les buts. Alors moi, ce que je vois d'abord, c'est un Foden qui, bien sûr, naturellement gravite vers sa position intérieure. On le voit ici, avec Trippier qui prend la largeur à gauche, Saka à droite, Bellingham sous Kane, Rice et Trent Alexander-Arnold ici. Mais ouais, cette position de Foden, je vais pas dire que c'est le problème principal de l'Angleterre, c'est simplement une équipe qui réussit pas à faire jouer ensemble ses talents extraordinaires. Mais c'est visible quand on voit un Bellingham qui est autant en décrochage et surtout, dès qu'il a le ballon, Foden qui rentre intérieur. C'est son réflexe premier, rentrer à l'intérieur, au minimum demi-espace. Mais par rapport à une Espagne hier qui sait utiliser toute la largeur du terrain, on sent que cette Angleterre a un problème par rapport à ça. Donc Bellingham cherche Foden, rejoue en retrait, il n'y a pas vraiment de jeu. Pourquoi pas essayer de créer un petit peu de triangle, mais avec Trippier aussi à gauche, c'est vraiment pas sa position, son poste là où il va briller le plus. Ça fait vraiment une aile que je trouve dans l'ensemble pauvre. Et peut-être que ce problème d'équilibre sur la largeur anglaise, il est en partie à la source de ce problème offensif et ce problème de créativité. Mais pas que, je pense que c'est aussi une question d'approche, de juste dans l'idée de Southgate, il y a encore le blueprint Deschamps, Fernando Santos 2016, qui est qu'on va proposer un jeu très conservateur, très restrictif, défendre énormément avec ballon, et après se reposer sur quelques éclairs de génie individuel, des moments où on a tellement de talent que forcément ça va finir par faire la différence. Mais je crois pas qu'il y ait beaucoup d'idées, de schémas très clairs.
et que les joueurs exécutent. Là, je vois un Alexander-Arnold par exemple au milieu de terrain, donc on voit le 4-2-3-1 comme ça, avec Bellingham qui vient décrocher, beaucoup de décrochage de Bellingham qui cherche à tirer les ficelles, assez peu constructif je trouve, du coup on a personne entre les lignes par exemple ici pour recevoir, pour jouer un ballon là. Si c'était l'Espagne comme on a vu hier, on aurait 100% un Pedri ici pour essayer d'être touché par Rodri ou un Fabian Ruiz ou du jeu intermédiaire comme ça. Là, il n'y a personne. Et du coup, Alexander-Arnold va essayer d'aller chercher par-dessus pour Foden. Mais ils ne se comprennent pas. Foden est parti dans le dos de Meile. Alexander-Arnold vient de voir son appel. Quand Foden stoppe sa course, c'est le moment qu'Alexander-Arnold choisit pour dégainer. Donc, il y a peu de compréhension. Et même aller chercher Foden comme ça, sur du jeu aérien, la passe est catastrophique. L'idée me semble pas excellente. Et surtout, la réalisation est mauvaise. Une des images qui montre à quel point cette Angleterre est en difficulté. Je trouve que même le but qui arrive à la 18e minute sur ce jeu intérieur de Saka pour Bellingham qui va essayer de le retrouver, même le but, ça vient d'une action ratée. C'est que parce que Christiansen s'endort totalement, que personne ne l'avertit, qu'il y a un TGV humain qui arrive dans son dos, Kyle Walker, qui lui prend le ballon. Mais à la base, c'était censé être une 1-2 Saka-Bellingham. Elle est un peu trop longue, la remise de Bellingham pour Saka. C'est pour ça que Christiansen d'ailleurs ralentit sa course. C'était ça, c'était ça le jeu initial. Donc ok, Walker s'en saisit, il fait la différence. Maintenant c'est extrêmement dangereux. Je sais même pas s'il choisit parfaitement la bonne option ou si c'est très bien joué, mais ça atterrit un petit peu miraculeusement dans les pieds de Kane qui finit à bout portant à 6 mètres, 1-0 pour l'Angleterre. Et c'est ça un peu, moi je me dis, ok, c'est peut-être à ça que ressemble le Southgate Ball. C'est que c'est pauvre, c'est conservateur à l'extrême, mais si tu laisses jamais ton adversaire avoir le ballon, que tu encaisses très peu de situations tout court, et qu'à la fin, même sur un demi-mouvement, même pas vraiment réussi, et bah ouais, t'as quand même Walker, t'as quand même Kane, et tu vas quand même marquer des buts, bah peut-être que c'est ça son idée, et la clé pour lui du foot de sélection. Et peut-être qu'il y a une époque, c'était pas si faux que ça. Aujourd'hui, je crois que sur 7€, c'est une idée qui peut être compliquée parce qu'on voit des projets de jeu beaucoup plus aboutis et beaucoup plus complets. Donc, c'est peut-être mon petit doute par rapport à ça. Si on a un petit peu de mansuétude, on va dire que l'Angleterre a aussi eu une pelouse très compliquée. C'est la même pelouse pour les deux équipes, mais pour une Angleterre qui quand même avait la charge du jeu, beaucoup de ballons, qui cherchait à créer du mouvement, ou en tout cas qui se devait de le faire. Peut-être que ça compliquait un petit peu les choses. On a vu vraiment sur cette pelouse de Francfort, où l'Allemagne va jouer d'ailleurs son 3e match. Espérons qu'il n'y ait pas de blessure pour eux. C'est un vrai problème. Mais donc voilà, une Angleterre pas ouf. Je veux dire aussi sur cette frappe de Morten Hjulmand qui égalise, il n'y a pas grand chose à faire. Elle est incroyable. Personne ne peut vraiment la dévier. Elle va aller toucher le poteau rentrant. Elle est même incherchable pour Pickford. Magnifique frappe. La 13e frappe de l'extérieur, le 13e but de l'extérieur de la surface sur 7€. On est vraiment sur des chiffres extraordinaires. Il me semble à ce moment-là, c'était sur 46 buts. Et donc avec l'Espagne hier, 47. 47 au total. 13 buts sur 47. Marqués de l'extérieur en attendant ceux d'aujourd'hui. Et la frappe de Hjulmand, elle est hardcore. Magnifique. Ça vient quand même à la base, encore une fois, d'une touche. Ça, c'est aussi un petit peu un truc de 7€. Les touches et les touches interceptées, les touches ratées, plusieurs buts sont venus de là. Et c'est Kane. C'est Kane qui cherche une remise intérieure pour personne vraiment. L'Angleterre résiste assez mal à la pression aussi. Et ça atterrit donc dans les pieds de Christiansen qui transmet à Hjulmand un partout. Il n'y aura pas plus de buts dans ce match, qui aura été assez pauvre à la fin. Voilà, je vois peu de mouvements. Une Angleterre très statique. Encore une fois, entre les lignes, il n'y a rien sur ce premier interligne. Après, on a Foden, Bellingham, Saka, Kane, qui sont tous des joueurs très axiaux, que ce soit Saka, Foden aime beaucoup rentrer vers l'intérieur, Bellingham bien sûr, mais si t'es pas dans le dernier tiers, c'est difficile de trouver du lien. C'est pour ça que, est-ce qu'un Kobe Mainoo, par exemple, pourrait être une solution au milieu de terrain? Trent a été sorti au bout de 57 minutes. Je doute qu'on le revoie titulaire au prochain match. Peut-être que 52 minutes même, il me semble. 7 minutes après le coup d'envoi de la seconde période. Je sais pas, peut-être que Southgate va renouveler sa confiance en lui, mais ça marche tellement pas. Et l'Angleterre a tellement besoin de plus de liant au milieu
que ouais, peut-être un Mainoo à sa chance. Après, il a joué 0 minutes pour l'instant, et quand Trent a été sorti, c'était remplacé par Gallagher, qui est aussi rentré sur le premier match. Donc, ni Mainoo, ni un Adam Wharton, par exemple, ne tiennent la corde, a priori. Mais il va falloir du changement, parce que cette Angleterre-là, contre la Slovénie, doit gagner quand même. Doit gagner pour être sûr de finir première. Donc ouais, bref. Sur cette passe, Rice, qui a été catastrophique, c'est peut-être le pire match que j'ai vu de Declan Rice, a énormément raté. Sa passe en retrait, elle est mauvaise, et avec Alexander Arnold, c'est une séquence dramatique. Passe forte, boum, interceptée par le Danemark, projection derrière. Non, pardon, ça revient dans les pieds de Stones, et Stones, il va aller chercher cette passe, mais cette séquence, elle est lunaire, parce que entre Alexander Arnold, Rice et Stones ici, qui ensuite cherche une passe côté opposé pour absolument personne, un symbole assez fort de ce que l'Angleterre ne réussit pas à faire. Et on voit Trippier qui demande ici à calmer le jeu, mais la question est-elle vraiment émotionnelle? Est-ce que c'est une question de maîtrise de nerfs, ou c'est plus tactique? Cette équipe est très mal organisée. Même sur ses projections, même sur les moments où on voit la pertinence peut-être d'Alexander Arnold et sa dynamo plein axe, quand il accélère ici, il fait courir tout le Danemark vers son but, et bah c'est mal joué, ça arrive derrière Foden, donc cette transition, elle aboutit pas. Je pense que le bon ballon, il était un petit peu dans cet intervalle ici, là, pour Bukayo Saka, qui franchement aurait été en plus sur son pied gauche, mieux. Foden là, quoi qu'il arrive, ça va être du 1 contre 2, en plus c'est derrière lui. Alexander Arnold, 3 minutes plus tard, est sorti, remplacé donc, comme on a dit, par Conor Gallagher. Ça n'empêche pas l'Angleterre d'être vulnérable. Les moments où elle s'en sort, c'est Jude. Peut-être que Jude, qui est finalement le seul Anglais à rester sur le terrain quand Southgate sort Kane, Saka, Foden pour faire rentrer Watkins, Bowen et Eze. Donc c'est quand même un symbole assez fort. Bellingham a eu des moments d'accélération. Genre là, résiste au choc avec Morten Schulman, se redirige. Cette action, elle m'a choqué. On dirait un jeu vidéo des années 2000 où tu bougeais juste dans 8 directions. Et hop, bas, gauche. Et il continue d'accélérer. Franchement, pas mal du tout. Mais l'appui avec Foden sur son couloir gauche, Foden, ça marche pas. C'est juste Foden, ça marche pas à gauche. Et il faut trouver quelque chose d'autre, parce que je comprends la tentation et presque l'obligation avec sa saison d'aligner Foden, Bellingham, Kane, Saka. Mais la réalité, c'est que ce quatuor fonctionne pas. Et t'aimerais avoir quelqu'un qui peut bien plus prendre la largeur là, quitte à faire entrer Foden plus tard à la place de Saka, pourquoi pas, en deuxième période, à l'heure de jeu, avec du jeu intérieur. Mais ça, ouais, franchement, Foden, Bellingham, tentative de combinaison, mais c'est faible. Facilement dégagé par Morten Schulman. Et ouais, j'ai trouvé cette Angleterre vraiment, vraiment légère. Le moment, par exemple, où il se procure une bonne situation, ça vient de Foden trouvé dans le demi-espace. Le demi-espace droit, la poche dans laquelle il est le meilleur, on l'a vu toute cette saison avec City. Là, il y a de l'appui, là, il est venu. Finalement, il en a eu marre d'attendre sur le côté. On le voit ici faire la course pour soutenir côté ballon, quand il voit que le jeu va aller vers la droite. L'appui, donc, comme on a dit, hop, pardon, désolé, sur Bukayo Saka. Et là, il va déclencher extérieur de surface, avec sa qualité de pied, ça heurte le montant de Schmeichel. Ouais, peut-être que là, il y a un peu de truc. Declan Rice, comme on a dit, ça a été très mauvais, cette passe directement en corner. La pelouse aussi n'a pas aidé, hein, c'est sûr. Il se plaint de l'état de la pelouse, et c'est vrai, elle était mauvaise. Mais voilà, comme j'ai dit, quand Saka, Foden et Kane sortent, remplacés par Watkins, Eze et Bowen, il reste Jude Bellingham, qui tire les ficelles, et pas si mal que ça. Là, il est trouvé, et là, il y a un appel dans le dos. Par rapport à ce qu'on a vu Kane faire pendant 1 heure, ça contraste, faut dire assez fort. Appel dans le dos de Watkins, bel intervalle qui est ouvert, et Bellingham file la passe. Franchement, pas mal du tout. Ça fait une belle occasion pour l'Angleterre. Face à face, excentré, Schmeichel la sort. Mais voilà, peut-être que là, il y a quelque chose. Jamais tu vas mettre Watkins titulaire à la place de Kane, ton capitaine. C'est un choix impossible à faire. Mais peut-être qu'il y a quelque chose à réfléchir autour de l'animation offensive de l'Angleterre. Plus de recherche de profondeur. Et ouais. Rice, ça a continué d'être compliqué. Contrôle raté. Le Danemark gagne un ballon haut.
Encore une fois, sur cette passe, elle est mal ajustée pour Gueye. Gueye qui avait bien commencé le match et qui ne l'a pas très très bien fini. Mais là, c'est aussi la faute de Rice. Le Danemark récupère. Grosse occasion pour bas. Bon retour de Gueye quand même. Gueye vulnérable sur ce corner. C'est le corner suivant. Là, ça peut faire 2-1 pour le Danemark. Je crois que c'est Norgard au bout de cette action. Mais ouais, juste, c'est pas assez bon quoi. On voit des passes simples comme ça, coupées. Ça manque de jus, ça manque de justesse. Là, Højbjerg, ça frappe, rase le montant de Pickford. On passe à rien du 2-1. Ouais, il faut plus réfléchir. Mais il faut peut-être réfléchir à faire entrer Cole Palmer à un moment qui a 0 minutes pour l'instant sur ce début de tournoi. Et pour un gars qui a quasiment 20 buts, 20 passes D, toutes compétitions confondues cette saison, qui a été un des meilleurs joueurs de la saison, cette Angleterre a un besoin énorme de créativité. Je sais pas si c'est vraiment une question de choix d'homme. Ça semble aller plus loin que ça quand même. Parce que sur la pelouse, on a quelques joueurs créatifs aussi. Il n'y a pas que Cole Palmer. Mais il faut réfléchir à autre chose. Et est-ce que l'Angleterre a le temps de le faire véritablement ? Ou est-ce que son style convient simplement mieux aux phases à élimination directe qu'aux phases de groupe ? Finalement, sur une phase à élimination directe, là, les résultats qu'elle a obtenus contre Serbie, contre Danemark, seraient pas si catastrophiques que ça. Ce serait peut-être un match qui irait en prolongation là, un quart de finale qu'elle remporterait. Contre la Serbie, ce serait un 8ème qu'elle aurait remporté aussi. Donc dur à saisir cette Angleterre, et c'est une Angleterre qui, en phase de groupe, par exemple, si on regarde le dernier Euro, elle l'avait emporté 1-0 contre la Croatie, mais fait match nul ensuite 0-0, un 0-0 assez piteux contre l'Écosse, où Billy Gilmour avait été très bon, et ensuite un 1-0 contre la République tchèque. Ça les avait pas empêchés derrière d'aller en finale, de battre l'Allemagne, de battre l'Ukraine 4-0, le Danemark en demi. Donc peut-être qu'ils ont besoin de ça un petit peu pour monter en puissance, même niveau motivation. Peut-être qu'ils attendent je sais pas. C'est quand même pas hyper rassurant. Mais c'est vrai aussi à la Coupe du Monde 2022 où ils avaient été quand même plus forts en groupe. Après, contre un faible Iran, ils les avaient explosés 6-2, Pays de Galles 3-0. Leur deuxième match, ils avaient fait aussi 0-0 contre les États-Unis. Donc faire nul sur la deuxième journée d'une phase de groupe pour l'Angleterre de Southgate, c'est assez normal, sans que ce soit hyper rassurant. Et comme on a dit, Pierre-Emile Højbjerg, 10 ballons gagnés, 100% de duels aériens remportés, les stats qui viennent de mes amis Nordisk Football, 4 tirs cadrés aussi, et celui qui n'est pas cadré, qui était peut-être le plus dangereux des 5. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match ? Qu'est-ce que vous pensez des Anglais ? Nous, on va passer sur Slovénie-Serbie. Les pauvres Slovènes. Pas de 0-0 dans cette rencontre. Ça s'est joué jusqu'à la 70e minute avec Jan Karničnik qui a ouvert le score, mais Luka Jovic, 95e, égalise. Les pauvres amis slovènes qui ont sorti une performance vraiment très très courageuse, inspirée, presque touchante, et qui prennent l'estocade à la dernière seconde sur la dernière action. Il y a Kabiol ici, la mine déconfite. Pour les Slovènes, c'est pas un très bon résultat, mais pas catastrophique non plus. Maintenant, le problème, c'est que tu joues l'Angleterre. Et si tu prends pas un point contre l'Angleterre, 2 points et un goal average négatif, ce sera pas suffisant pour faire meilleur troisième quoi qu'il arrive, même s'ils font troisième et que la Serbie perd contre le Danemark, ce sera pas suffisant. Donc maintenant la Slovénie doit faire quelque chose contre l'Angleterre, alors que sinon là il serait à 4 points. C'est vraiment un but qui change tout leur tournoi, et si j'étais Slovène, je serais absolument dégoûté aujourd'hui. Les pauvres, munis de quelques beaux maillots en plus en tribune, comme celui-ci. Je l'imagine floquer Zlatko Zahovic. Je sais pas si c'est Coupe du Monde 2002, mais en tout cas c'est l'écusson de la Coupe du Monde 2002. Et les pauvres, ouais. Franchement, ils ont fait une belle perf. En face, la Serbie, c'était très pauvre. C'est pas un bon match. Ils ont mieux fini. La Slovénie a reculé sur la fin. Même toute la deuxième période. Mais c'est pas bon par rapport à la qualité qu'ils ont. Mitrovic, Vlahovic, Tadic, les trois étaient alignés. Et Sergej Milinkovic-Savic relégué sur le banc. Tadic, donc titulaire, ça c'était un changement. Et Savic sur le banc, ça c'était aussi un changement par rapport au match aller. Ilic, titularisé aussi à la place de Gudel. Et sinon, je crois que c'est grosso modo le même 11 à part Mladenovic à la place du piston gauche du premier match contre l'Angleterre. Pavlovic, Milinkovic, Veljkovic pour la ligne de 3. Et côté slovène, Benjamin Šeško bien sûr, qui n'a pas marqué, toujours pas marqué, aïe, mais qui n'a pas fait un mauvais match, au contraire. Mlakar qui a été pas mal, Timi Max Elchnik qui a été très très bon, Stojanovic aussi. Et Karničnik, ambivalent, mais sur l'action du but, génial. Bien sûr, il y a Kabiol, Janja et Oblak dans les buts. Janja buteur sur le premier match contre le Danemark. On va parler de tout ça.
On va parler d'une Serbie qui était très faible avec ballon. J'ai vu des pertes de balles basses comme ici, où Stojanovic peut surgir. Ouais, c'est pas normal au bout de 2 minutes d'avoir des approximations techniques comme ça, surtout quand 1 minute plus tard, il y en a encore une. Et encore une fois, c'est un ballon gagné par Sporar plus haut. Stojanovic, le jeu par-dessus, la déviation de Benjamin Šeško, qui sans marquer a quand même montré qu'il a pas mal de qualité, peut-être pas suffisamment pour peser, influencer un résultat à lui tout seul, mais par contre dans le jeu d'association, il est rarement pris à défaut, c'est rarement peu juste. Je trouve que techniquement c'est quand même assez fort. Il a beaucoup de mobilité aussi pour un gars d'1m95. Et là sa déviation, là, en mode contorsionniste, pour trouver Mlakar, le 17, c'est pas mal du tout. Et derrière, je crois que c'est une frappe qui va aller, qui sera contrée par Rajkovic. Donc, belle occasion générée par cette déviation de la tête de Šeško pour Mlakar. Je crois que c'est encore un moment où la défense serbe est en grande difficulté. Ça se comprend pas trop avec Rajkovic. Et c'est pas loin de générer encore une occasion supplémentaire pour Mlakar, qui a été un véritable poison. Là encore, perte de balle basse de Mitrovic. Qui est-ce qui surgit dessus? C'est Timi Makselchnik, une récupération haute. Šeško, Mlakar, ça combine pas trop mal. Et la Slovénie, avec sa faible qualité individuelle, bien sûr, ça reste un des effectifs les moins bien dotés du tournoi, propose des choses. Il y a de la pression haute, il y a un ballon là gagné haut par Benjamin Šeško. Avec ballon, ça en prend soin, c'est assez touchant, c'est juste... Et on sent que ça peut pas faire des séquences de 15 passes non plus, mais sur les 5-6 passes que ça fait, c'est très appliqué. Et ça va vers l'avant, c'est direct. C'était vraiment sympa cette Slovénie. Et j'ai peur qu'on les voit pas en huitième de finale du coup. Ce qui serait dommage parce que pour moi, en tant que meilleur troisième, ils mériteraient de passer vu ce qu'ils ont montré. Faire un nul contre le Danemark, ensuite être à 3 secondes de la victoire contre la Serbie. Ils vont sans doute être une des équipes mal payées. Après, peut-être quelque chose contre l'Angleterre est possible, hein, avec le niveau de l'Angleterre. Ça va être une dernière journée intéressante à suivre en tout cas. Mais ouais, je vois une Serbie qui est sans idée offensivement, ça bouge pas. Pas de mouvement, ça va aller chercher un renversement comme ça, sans y croire, facilement coupé. Alors que la Slovénie en face, Timi Makselchnik, encore une fois, percutant, récupère ce ballon et va aller frapper, heurter le montant, ça revient dans les pieds de Šeško, c'est au-dessus. Malheureusement, ça c'était une grosse occasion pour Šeško, ça c'est dommage. Mais ouais, simplement une Slovénie qui est meilleure et qui mérite d'être récompensée comme elle va l'être à la 68e, 69e minute de jeu. Jan Karnišnik récupère ce ballon, la percée. Il va continuer à les jouer renversés côté opposé. Superbe transition, très bien déployée. Et le centre de Timi Makselchnik dans la bonne zone. Timing parfait au second poteau pour Jan Karnišnik qui surgit. 1-0 pour les Slovènes. Franchement, c'est mérité. Même s'ils ont un poil reculé à partir de cette seconde période et beaucoup sur la fin de match. Je trouve que le plan de jeu de Dragan Stojkovic est tellement minimaliste. Il n'y a rien. C'est le Southgate serbe mais en pire. Qui s'en sortent bien de récolter ce corner à la 95e minute et d'égaliser. Rajkovic est monté, mais c'est Luka Jovic à 6 mètres qui va voir sa tête trouver le fond des filets. Jan Oblak est bas, il est dans son but au moment où le corner est repris. Les Serbes explosent, ça fait un peu mal, mais bon, ça maintient le suspense entier dans ce groupe où la Serbie, après 2 matchs vraiment peu convaincants, avec une victoire contre le Danemark, a encore totalement son destin entre ses pieds. La Slovénie aussi, même si maintenant il va falloir un exploit. Voilà, c'était la petite vidéo de midi, comme promise. On a parlé de l'Angleterre, on a parlé de Slovénie-Serbie, un poil du Danemark, pas assez je pense. Mais on a l'occasion de le faire parce que pour moi, le Danemark maintenant est vraiment en bonne posture pour se qualifier. Je dois dire que je les vois obtenir ce qu'ils ont besoin d'obtenir contre la Serbie. Il me semble au-dessus. Et... ce sera pas forcément un bon morceau à prendre pour qui que ce soit en huitième de finale. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette journée? Maintenant, focus sur l'actuel. On a des matchs de 15h, 18h et bien sûr ce soir les Bleus. Avec Mbappé apparemment qui démarre sur le banc et Giroud aussi. Et j'ai vu une animation bizarre peut-être de Deschamps. Peut-être 4-2-3-1 avec Rabiot offensive gauche et Tchouaméni aux côtés de Kanté. Je sais pas si je suis très convaincu, mais on va voir. Rendez-vous ce soir. Prenez soin de vous et à tout à l'heure. Bisous.